Alors, je ne sais pas si on présente Christian Saout. En général, non. Tout le monde le connaît. Il est aujourd'hui, et c'est à ce titre, c'est pour cela que je précisais les choses, au titre de membre du collège de la Haute Autorité de Santé que nous l'avons invité, et plus particulièrement dans ce cadre, au titre de la présidence de la commission d'évaluation économique à l'intérieur du collège. Et donc, commission d'évaluation économique qui a beaucoup d'importance par rapport, je vais y venir, à la santé publique, qui a beaucoup d'importance, qui a beaucoup d'importance puisqu'elle est associée à la notion de santé publique. Donc c'est l'intérêt général, si on a bien compris, qui est le moteur, en tous les cas qui est l'objectif, ce qui paraît important dans le cadre de l'activité de cette commission. On a compris qu'il y avait 2 vice-présidents désormais. Ouais. Il y en avait un avant, maintenant il y en a 2. Voilà, c'est... Harmonieusement répartis entre les genres. Alors, en matière de genre, j'ai compris que c'était bien réparti. Maintenant, est-ce que entre les compétences, ça l'est? Est-ce que entre les différentes activités, ça l'est? Mais on en saura plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Michel. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai accepté avec plaisir le sujet que m'a proposé Gérard de Bourville, perspective patient et évaluation. Donc j'ai traité ça de manière un peu scolaire, comme je fais d'habitude. Je ne suis pas très inventif. Je vous dirai un peu ce qu'on a fait, vers où on peut aller. Et puis Gérard avait une question de curiosité sur les QALY, à laquelle j'ai essayé d'esquisser une réponse, peut-être autant d'interrogations que celle qu'il me posait, sans certitude de cadre. Je précise d'emblée que je ferai la différence quand j'énoncerai la pensée du collège et de l'institution et quand j'énoncerai la mienne. Je crois d'ailleurs que je ne parle que de ma position personnelle. Donc inutile d'aller dire et répéter urbi et torbi que la HAS pense ceci ou pense cela, c'est moi qui pense. Voilà, donc je vous ferai part de mes interrogations parce que je ne sais pas faire autrement qu'avec de la franchise. Donc, voilà, ça va trop vite maintenant. Je reviens sur cette histoire de gold standard de l'évaluation evidence-based medicine que vous connaissez tous probablement avec ce célèbre papier des années 90 qui fait communiquer 3 cercles dans ce beau diagramme qu'on appelait un diagramme patate quand j'étais petit. Expérience clinique, données de la recherche et préférences du patient. Au fond, autour de ce que je vais dire, tout est là. On a classiquement d'assez bonnes données d'expérience clinique quand on veut évaluer un produit, probablement un peu plus confus quand on veut évaluer une stratégie de santé ou une intervention en santé qui est une intervention complexe, mais on a quand même des données. Les données de la recherche, on les a, c'est ce qu'on appelle la fameuse littérature internationale. Et puis, les préférences du patient sont beaucoup plus difficiles à capter. Ce schéma, qui est un schéma idéal, est loin d'être un schéma pratiqué. On voit ce premier point de faiblesse autour des préférences du patient et on voit ce deuxième point de faiblesse aujourd'hui autour des données de l'expérience clinique parce que les médicaments, notamment les médicaments, arrivent de plus en plus tôt sans forcément des données très solides. Je vais essayer de me débrouiller avec cette affaire de mulot qui me tracasse. Donc je vous redis ce que je vais vous dire, ça ne change pas. Alors, la première approche de la HAS pour essayer de capter l'expérience patient, ça a été de mettre des experts dans les commissions au même titre que les autres experts. C'est-à-dire que ce ne sont pas des représentants associatifs. Bien sûr, ils viennent d'associations, mais ils sont là à titre d'experts, ils sont reconnus comme tels, traités comme tels, avec le même niveau d'indemnisation, le même niveau de reconnaissance. Deuxièmement, il y a eu un cadre de collaboration entre les associations et la Haute Autorité de Santé que vous retrouverez sur le site internet de la HAS si ce genre de littérature est susceptible de
faire surgir chez vous un enthousiasme débridé. Et puis, il y a des personnes, alors je ne dis pas forcément patients ou malades, parce que je trouve parfois dommage que dans les avis de la HAS qui sont rendus publics, on rende public également le statut des gens qui sont dans les groupes de travail, et notamment le statut à l'égard de la maladie. Donc, personnellement, je préfère dire des personnes concernées directement ou indirectement par la maladie, qui participent soit aux notes de cadrage, soit aux feuilles de route. Vous savez qu'il y a différents documents de travail à la HAS, notamment notes de cadrage et feuilles de route. Il arrive que certaines de celles-ci soient préparées avec des personnes concernées par une maladie. C'est aussi vrai, évidemment, dans les groupes de travail. Quand on fait un groupe de travail pour bâtir une recommandation ou une méthodologie, il y a des patients, des usagers du système de santé. Et puis, c'est également vrai dans les groupes de relecture des documents finaux. Et puis, on a complété ces approches par des approches participatives, notamment pour la validation d'un certain nombre de documents d'information à destination des patients, qui sont aujourd'hui testés avec des mécanismes de focus group. Le dernier qui a été mis en ligne, je crois que c'est la trisomie 21, où 2 groupes de travail ont fonctionné, un à Paris et un en province. Et on est en train de faire exactement la même chose sur Helicobacter pylori, sur le dépistage et sur le traitement, avec des groupes de patients, cette fois-ci directement concernés, qui valident les documents qui seront mis en information patient, ce qui est assez essentiel parce que les scientifiques ont du mal à rédiger dans le sens du public. Ils ont l'impression de dégrader leur savoir s'ils ne répètent pas, par exemple, toutes les 2 lignes Helicobacter pylori, alors qu'on parle de ça depuis le début des documents. Ils sont malheureux, donc voilà. Il faut faire des efforts pour parler exactement sans parler scientifique. Donc on essaie depuis longtemps déjà, probablement on a eu tort de ne pas faire savoir ce qu'on faisait, mais je pense que ce n'est pas si mal que ça. On a complété cette première approche par une démarche de contribution des associations à l'évaluation des biens et des interventions de santé, qui est aujourd'hui obligatoire pour tout produit, après qu'on ait eu une première phase d'expérimentation. Il y a 80 remontées aujourd'hui entre l'expérimentation et la mise en œuvre courante. Et ces recensements d'opinions associatives sur un traitement vont prochainement être analysés dans le cadre d'une démarche universitaire. Donc on rendra évidemment public l'analyse de ces contributions qui sont, on peut le dire, d'inégale valeur, mais toutes extrêmement intéressantes. Elles reflètent assez bien le désappointement et l'inégalité dans un certain nombre d'associations pour attraper l'expérience patient et pouvoir en faire un corpus susceptible d'être saisi dans le cadre des évaluations de la haute autorité. Mais c'est un phénomène assez intéressant. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Nous en sommes au projet stratégique 2019-2024 de l'institution, qui n'est pas encore en librairie, mais qui a été validé en interne et présenté devant l'ensemble des collaborateurs la semaine dernière, qui fera l'objet d'une publication, et vous verrez les différents axes qui sont dans ce projet stratégique. J'insiste évidemment plus particulièrement sur le deuxième, faire de l'engagement des patients une priorité. Alors, pourquoi ce terme engagement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris empowerment? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris implication? Je ne sais pas exactement. On a pris ce terme-là parce que c'est le terme qui est en usage dans la littérature scientifique internationale. Donc voilà, on aurait pu parler, favoriser l'émancipation, je pense que, enfin, comme on veut. Moi, au fond, tout ça m'est un peu égal à la vérité. L'essentiel, c'est qu'on voit le sens de la flèche, c'est d'augmenter l'implication des patients dans les questions de santé. Qu'est-ce qu'on va mettre très exactement dans cette besace? Je ne vous ai pas tout détaillé parce qu'il y a plusieurs sous-chapitres. Je mets quelques éléments qui m'apparaissent à moi assez saillants. C'est la rénovation du cadre de collaboration avec les associations qui a maintenant une dizaine d'années. Et je pense que le sujet aujourd'hui n'est plus seulement du cadre de collaboration avec les associations, mais avec la société. Et qu'il y a des mobilisations qui sont des mobilisations nouvelles, notamment sur Internet.
et qu'il faut aussi pouvoir engager le dialogue. Il y a des mobilisations qui ne passent pas, et des expressions qui ne passent pas forcément par les associations, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les forums, tout ce qui se passe en direct entre les institutions et les patients, c'est des choses qui doivent être captées. Et probablement, ce cadre de collaboration doit devenir un cadre de collaboration et de dialogue avec la société, de manière à embarquer aussi ces approches nouvelles. Le deuxième point, c'est la création d'un conseil pour l'engagement des usagers en santé, qui ne sera donc pas une commission supplémentaire de la HAS, mais qui a vocation à être instituée pour la durée de cet axe stratégique. On verra ce qu'on en fait plus tard. Ça n'est donc pas un conseil des patients et citoyens à l'instar de ce qu'il y a aujourd'hui au NICE. C'est plutôt un lieu de travail, un lieu d'échange entre d'un côté des patients, engagés ou non dans des associations, et de l'autre côté des professionnels de santé, des académiques ou des universitaires qui sont intéressés par ces questions d'engagement des patients en santé. Par exemple, le sujet de la littératie en santé, c'est-à-dire l'écriture des documents, la composition, la facture des documents pour qu'ils soient compris du public et intégrés par eux. Ça fait partie des compétences qu'il faudra réunir autour de ce conseil pour l'engagement des patients et usagers. Donc, probablement marqué aussi par un signe institutionnel, cette volonté d'accompagner cet axe. Troisième point, c'est l'écriture d'une recommandation générale pour le système de santé sur l'engagement en santé. C'est-à-dire que l'idée qu'on a, c'est qu'il faut qu'un peu partout, dans les maisons de santé, à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux et sociaux, il faut qu'on ait présent à l'esprit cette question de l'engagement des patients. L'idée n'est pas de revenir sur le paquet de 2002, sur les droits et sur la représentation. L'idée, elle est de se mettre au travail, peut-être de repérer un certain nombre d'outils qui sont favorables à l'engagement, et puis de dire aux gens qu'ils peuvent s'en servir. L'idée, elle est plutôt celle d'une monographie de pratiques et de solutions qui peuvent permettre d'augmenter l'engagement en santé des patients et des citoyens. Ça n'est pas un en deux de la démocratie sanitaire, c'est beaucoup plus modeste que ça. C'est l'idée de diffuser des pratiques qu'on voit diffuser à l'étranger parce qu'il y a des mécanismes adaptés. On peut par exemple parler de l'expérience patient à Cleveland et on trouve 8000 personnes dans la salle pour en parler. Parce que la Cleveland Clinic le fait, qu'elle est à l'initiative de ça et qu'elle s'engage pour montrer les voies et moyens d'y parvenir. Il se trouve que dans notre pays, ce genre de choses ne se fait pas, à part l'initiative qui a été prise à Lyon de créer l'Institut français de l'expérience patient. Mais voilà, on n'est pas à une échelle comparable à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des solutions, des choses qui existent pour favoriser la prise en compte de l'engagement des patients en santé. Quatrième point, c'est articuler un pôle de ressources sur ce sujet de l'engagement des patients en santé à l'intérieur de l'HAS, de manière à venir en aide aux directions métiers qui se posent beaucoup de questions. Alors parfois, c'est des questions très, très matérielles de comment réunir un panel de patients, où les trouver, où aller les chercher. Alors il y a différents outils, différentes méthodes pour ça. Peut-être demain, le dialogue direct de l'HAS pour essayer d'avoir un panel de patients en direct. On ne sait pas quelle forme ça pourra prendre, mais en tout cas, il faut qu'on ait ce pôle de ressources pour échanger avec les directions métiers. Ça leur a été beaucoup utile, par exemple, sur la question des focus group, plutôt que d'avoir chaque direction qui se pose la question d'activer des focus group, d'avoir un pôle de ressources pour cela. Troisième élément de cette diapositive, c'est la montée en puissance des PREMS et des PROMS, alors qui figurent à d'autres endroits dans le projet stratégique de la HAS. C'est des programmes de recueil de l'expérience d'un côté et les programmes de recueil des données, des outcomes, des résultats patients de l'autre côté, qui sont évidemment très en vogue aujourd'hui, très bien repérés dans les institutions internationales comparables et dont le sujet est probablement de savoir comment on va les importer dans notre pays. Mais en même temps, il faut aussi garder quand même, à un moment donné, la question de savoir si on a des méthodes propres à la Haute Autorité de Santé pour faire ce qu'on a à faire. On n'est pas toujours dans une obligation d'import de ce qui se fait à l'étranger.
je trouve parfois toujours un peu désastreux que quand on se pose des questions d'innovation, c'est toujours dans la littérature étrangère, c'est jamais dans la littérature française, même en anglais, hein, mais c'est jamais à la signature des Français. Le meilleur exemple, évidemment, c'est le modèle de Montréal que nos amis français de chez nous sont allés présenter aux Français de chez nous, qui ont fait bon, on n'en veut pas, c'est pas intéressant. Donc ils sont allés le faire à Montréal et maintenant c'est évidemment une publication internationale. Et donc on va copier ce que des Français ont pensé en France, mais sont allés faire ailleurs parce que nous n'en voulions pas. C'est formidable. Donc il n'y a pas d'obligation d'import, mais en même temps, on aura l'occasion de parler dans les échanges qui vont suivre, je pense, de la résistance française au changement, cette sorte de gauloiserie qui nous rend impropres au mouvement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Oui, mais c'est pas faux, Michel, c'est pas faux. Alors, tout ça pourquoi pour rééquilibrer l'evidence-based medicine, mon schéma de départ. C'est quand même l'affaire extrêmement importante. C'est essayer de rééquilibrer l'évaluation pour qu'il y ait de plus en plus de préférences patients, d'expériences patients qui soient embarquées dans l'évaluation et que ce ne soit pas seulement la question de la qualité de vie, d'autant plus que nos échelles de qualité de vie, comme vous le savez, sont relativement peu sensibles. Elles sont sensibles aux très grands changements. Elles sont peu sensibles aux changements incrémentaux. Donc, ça pose une vraie question si on veut capter ces éléments-là. Donc, deuxièmement, c'est améliorer la décision publique finale, parce que c'est quand même ça l'objectif. Quand on met dans un pays comme le nôtre 210 milliards d'euros entre l'assurance maladie, les complémentaires et la poche des ménages sur la table, c'est pour espérer être bien soigné, mieux soigné. J'en vois certains qui sont jeunes, mais j'en vois d'autres qui sont proches de mon âge, qui ont donc l'expérience du soin. On ne peut pas dire que tout ceci soit forcément terriblement concluant. Donc, il faut améliorer la décision publique finale, améliorer nos choix. Il faut probablement donner plus de transparence à nos processus d'évaluation. Et ça fait aussi partie des choses que de prendre en compte l'expression des patients, leurs attentes et leur engagement. La question subsidiaire qui restera, et qui pour moi est toujours totalement ouverte, c'est est-ce qu'on fait ça pour documenter un contexte ou est-ce qu'on fait ça pour que soit pris en compte dans la balance évaluative, voilà. Est-ce que ça vient documenter au fond l'esprit de la commission d'évaluation médico-économique et de santé publique? Est-ce que ça vient documenter l'esprit de l'ACT? Est-ce que ça vient documenter l'esprit de l'ACNEDIMS? Ou est-ce que ça vient pour être pris en compte dans la balance évaluative finale au terme d'une méthode qui définirait la computation des points de l'expérience patient par rapport aux éléments cliniques? C'est une question qui évidemment est ouverte. Dans d'autres pays, on fait évidemment différemment. À l'INES, par exemple, au Québec, ils font un groupe de patients et un groupe de professionnels de santé et ils réduisent les divergences étage par étage pour arriver jusqu'à un accord commun. On est à peu près inaccoutumé à faire ça dans notre pays. Et en plus, on en aurait des difficultés parce que les lois ne sont pas les mêmes. Notamment, les lois à l'égard de la protection des liens d'intérêt font qu'un certain nombre d'agilités qu'on observe dans un certain nombre de pays ne sont plus possibles chez nous ou beaucoup plus difficiles. Ma diapositive suivante, c'était les conditionnalités pour arriver à tout ça. Elles sont assez lourdes, comme vous allez le voir sur cette diapositive. C'est l'accès des associations aux données, qui n'est pas très, très évident, malgré la réforme qui a été introduite à l'article 137 de la loi de modernisation du système de santé avec la création de l'Institut national des données de santé. Ça n'est pas un secret qu'aujourd'hui, cette faculté d'interroger les bases de données publiques du SNDS est plus sollicitée par l'industrie pharmaceutique que par le monde associatif. Il suffit de regarder la quantité de demandes et regarder le sort qui est réservé à cette demande pour s'en persuader. Mais c'est probablement aussi parce que cette question stratégique de l'accès aux données est mal perçue dans le monde associatif. Alors probablement plus dans les associations qui ont des préoccupations épidémiologiques, des préoccupations de transmission, que dans des préoccupations de maladies installées. Mais cette question des enjeux stratégiques de l'accès aux données est mal perçue. Il n'y a pas de data scientist dans les associations, il n'y a pas ces préoccupations-là. Souvent, on reconstruit des données alors qu'on n'aurait pas besoin. On reconstruit des données par des enquêtes systémiques qui sont faites auprès des adhérents ou auprès des gens qui viennent dans les associations, alors qu'au fond, les données existent. Mais
Ça veut dire, dans le monde associatif, des savoirs et des compétences sur quelles données interroger, sur quelle base, pour avoir quels résultats, et qui ne sont pas forcément bien perçus aujourd'hui par ce monde associatif. Deuxième point, c'est l'existence de données robustes. Alors, ça sera probablement plus facile en révision qu'en avis initial. En révision, vous avez assez facilement des données, surtout si on se prépare un peu à les recueillir. Ça sera plus facile, mais aujourd'hui, beaucoup de produits viennent à l'évaluation alors même qu'on n'a pas beaucoup de données. Ça suppose aussi des progrès corrélatifs sur l'impact organisationnel, qu'on ne sait pas bien capter aujourd'hui et qui contient une part de cette expérience patient, de la facilitation pour les patients. Ça n'est pas négligeable de ne pas avoir à revenir à l'institution hospitalière. Ce n'est pas négligeable de ne pas avoir à refaire un examen. Et ces évaluations d'impact, aujourd'hui, elles sont très souvent revendiquées par les industriels. Elles sont rarement démontrées. Et quand la perspective d'être mise en place peut se faire jour dans la proposition qui est faite par l'industrie, on voit aussi assez clairement que parfois il y a des freins légaux, financiers, qui font que de toute façon, cet impact organisationnel n'arrivera pas à se concrétiser, tout simplement parce que vous avez un décret de tâche et que la tâche que vous avez prévue de glisser sur une autre catégorie professionnelle, elle ne peut pas parce qu'il y a un décret de compétence. Donc vous voyez, cette question d'impact organisationnel, il faut qu'on arrive à proposer aux industriels un schéma méthodologique pour l'évaluer de manière à ce qu'il soit un peu moins insatisfait de la réponse qu'on leur adresse. L'existence de bases sur la disposition à payer, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Au fond, on est un peu dans le brouillard de ce côté-là. On ne peut pas trouver un document d'orientation générale de notre pays sur qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre en compte, qu'est-ce qu'il vaut mieux bien payer, qu'est-ce qu'il faut plutôt ne pas trop bien payer. Est-ce qu'il vaut, pour tel dépistage, plutôt élargir le nombre de personnes concernées plutôt que de rajouter tel ou tel item dans le dépistage? Alors, un premier travail a été accompli par l'HAS en 2014 autour des valeurs de référence, qui a été publié sur le site internet de la HAS. La question est posée de savoir qu'est-ce que c'est que son actualisation aujourd'hui, en 2019. Dans le rapport prospectif de la Haute Autorité de Santé pour l'année en cours, que nous avons remis au Parlement, mais qui n'a pas fait partie de vos lectures d'été, j'imagine, parce qu'il y avait d'autres choses intéressantes, il y a la recommandation de recourir au débat public pour traiter ces questions de valeurs de référence. Au fond, que pense le pays, que pense la nation sur quelles sont ses préférences collectives? Est-ce qu'il vaut mieux mettre plus d'argent sur le traitement? Est-ce qu'il vaut mieux mettre plus d'argent sur une stratégie de prévention? Quand on met de l'argent sur des traitements, est-ce qu'il faut privilégier telle ou telle maladie, comme on le fait aujourd'hui sans le dire? Ou est-ce que, etc., etc. Ce sont des choses qui relèvent du débat public. Ça va plus loin que l'expérience patient, hein. C'est vraiment la position citoyenne. Et l'outil qu'on a recommandé, c'est l'utilisation du débat public, puisque vous savez que dans notre pays, il n'y a pas de fonction institutionnelle de débat public, sauf dans le domaine de la protection de l'environnement, avec la loi Barnier de 1995, si ma mémoire est exacte, qui crée la Commission nationale du débat public, mais qui n'a de compétences qu'en matière de protection de l'environnement, des grands équipements nationaux, les lignes à grande vitesse, etc., etc. Mais il n'y a pas de fonction de débat public repérée, institutionnalisée. Et au fond, on n'a qu'une seule autorité indépendante qui est la HAS. Donc si on devait faire ce débat public, c'est peut-être dans cette institution. Je ne sais pas ce qu'il en sera, puisqu'on rentre dans le PLFSS. Est-ce que ça viendra dans le débat? Je n'en sais rien. Si on ne faisait pas le débat public que nous avons recommandé, il y a toujours la possibilité pour la HAS de faire ce qu'on appelle une audition publique, une portée évidemment plus restreinte, puisque ça se limite à 300 ou 400 personnes dans une salle, avec probablement un débat de sachants plus qu'un débat de citoyens. Mais ça pourrait éventuellement servir à consolider la question des valeurs de référence. Il y a une question qui me semble ouverte aussi, c'est celle de l'évolution de l'évaluation médico-économique vers une évaluation de société. Je le dis parce que probablement la petite passe entre Gérard et Michel est plus qu'une petite passe. C'est est-ce que l'évaluation médico-économique est un artefact dans la CESP
ou est-ce que les deux sont joints, évaluation médico-économique et de santé publique? Mon sentiment, après un an de présidence, c'est que c'est deux produits et qu'il y a un intérêt, évidemment, à les joindre, et il y a un intérêt probablement à ce que l'avis de la CESP soit un vrai avis de société, comprenne ce qu'on a déjà autour de l'impact budgétaire, comprenne ce qu'on a déjà autour de l'efficience, comprenne ce qu'on pourrait y mettre demain autour de l'impact organisationnel et comprenne aussi ces éléments de préférence patient, d'expérience patient. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, on aurait plus un vrai avis de société qui viendrait à côté d'un avis clinique sur le médicament ou sur le dispositif et qui pourrait peut-être instruire un peu mieux la puissance publique dans ses choix. Me paraît aussi poser la question du lien entre l'évaluation et le prix. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y en a pas officiellement. Il peut y en avoir un officieusement, mais il n'y a pas officiellement. Est-ce qu'on souhaite cela? Est-ce qu'on ne le souhaite pas? Ce sont des questions qui sont, je crois, aujourd'hui ouvertes et qui doivent se poser si la question est de se dire on cherche à faire avec les éléments de l'evidence-based medicine un produit qui soit un produit utile pour la société, pour la collectivité humaine à laquelle nous appartenons, pour la nation. Et puis, dernier élément, c'est la place des patients au comité économique des produits de santé, puisque le chaînon manquant, il est aussi là. Alors, je sais qu'il y a des expressions sur la place tendant à dire qu'il faut qu'il y ait des patients au comité économique des produits de santé. Je pense qu'il y a quand même quelques écueils juridiques, notamment autour de la protection du secret industriel, qui vont se faire jour. On a vu récemment à l'ANSM une difficulté surgir sur un produit. Voilà, je pense qu'il faut que les patients y soient. Mais comme je l'avais déjà dit à une autre place que j'occupais auparavant, c'est pas parce qu'ils sont malades que ce sont des gorges profondes. Voilà, donc ils sont autour d'une table avec les mêmes contraintes légales que les autres et il n'y a pas de raison qu'ils enfreignent les règles de l'échange à l'intérieur de... Bon, voilà, c'est un peu toutes les conditions en vrac que j'évoque, parce que si on veut rechercher quelque chose qui soit cohérent, il faut peut-être aussi faire un effort intellectuel de brasser plus large que le petit carré qu'on a l'habitude de voir en bas du tableau, parce que celui-là est éclairé et que les autres, on ne les regarde pas. Alors, quali or not? C'est une question parfois éprouvante, moralement. Parce qu'il suffit de lire les avis de la CESP, on ne parle que de ça, quand même, je vous rappelle. Donc, tous ceux qui disent on ne fait pas des qualis en France, je ne sais pas où ils habitent, mais pas en France. Parce qu'il suffit de lire les avis, on ne parle que de ça. Donc, alors après ça, on n'en fait rien. Mais on ne parle que de ça, en tout cas, ne disons pas que ça n'est pas un critère d'évaluation en France. C'est un critère pour approcher les choses. Il n'a rien d'ailleurs à ce stade de maléfique, de malhonnête. Voilà, ça fait partie de modes d'évaluation. Alors, la Grande-Bretagne, on le sait, les applique et elle les aménage. Elle l'a fait pour le cancer. Serions-nous plus sots que les Grands-Bretons à ne pas aménager nos qualis? Je ne sais pas. Enfin, on ne peut pas poser cette idée-là qu'on va faire moins bien qu'eux, surtout après le Brexit. Donc voilà, peut-être qu'on fera aussi bien. Est-ce que les valeurs de référence, entre guillemets, à la française, et au pluriel, en ne disant pas il y a une valeur coup près, mais il y a des valeurs de référence, est-ce que ça peut répondre aux attentes de ceux qui critiquent le mécanisme des qualis en disant qu'il nous faut autre chose? Moi, je crois qu'en tout état de cause, si la critique qu'il y a sur les qualis, c'est de ne pas attraper suffisamment d'expérience patient, il faut faire le travail que j'ai évoqué tout à l'heure de complétude autour de l'expérience patient si on veut que ça y soit. Il faut que ces préférences soient analysées. Donc voilà. Autre élément que je voulais porter au débat, c'est quand même toute cette poussée assez importante sur la valeur en santé qu'on observe aujourd'hui. Alors, avec des sets de critères que moi je trouve un peu docteur-centrés ou établissement-centrés et pas très patient-centrés. Bon. C'est un peu ça qui est dommage dans les expressions sur la valeur en santé. Si on veut, par exemple, se dire éloignons-nous des qualis et prenons la valeur en santé pour les patients. Voilà. Si vous ne vous posez pas des questions, est-ce que telle intervention en santé, est-ce que tel médicament, est-ce que tel dispositif permet le maintien ou le retour au travail, vous ne trouvez pas la valeur en santé. Parce que si vous ne la posez pas, vous ne l'aurez pas.
Si ça permet pas, si telle ou telle intervention ou tel médicament ne permet pas la conquête ou le maintien d'une vie affective et sexuelle, bah, vous n'aurez pas la valeur en santé d'un point de vue patient. Donc si vous n'avez pas ces questions-là, la mobilité, l'autonomie, si toutes ces questions-là ne sont pas posées dans vos sets de données ou dans vos sets de questions sur la valeur en santé, on n'aura pas de réponse. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Je ne suis pas sûr que dans ce qui est propulsé aujourd'hui dans l'espace français par des esprits venus d'ailleurs, correspondent totalement à ces questions-là. En tout cas, je n'ai pas vu dans des domaines que je connais assez bien ces questions-là. Donc, c'est soit on les fait rentrer dans la valeur en santé, mais voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut... Dernière remarque, un peu dans mon esprit taquin, je trouve qu'il y a franchement un psittacisme gaulois. Voilà. Répéter comme des perroquets ce qui se fait à l'étranger en se dispensant de produire nous-mêmes, c'est infiniment agaçant. Ça relève d'une aporie intellectuelle terrible. Et je ne comprends pas que voilà, ça ne se fasse pas. Alors évidemment, il n'y a pas de poussée sociale. Ça, c'est sûr. Ce que nous avons connu dans l'époque de la lutte contre le sida et qui a profondément poussé à des changements. Regardez la prise en compte, par exemple, des sciences sociales dans l'évaluation à la NRS. On a du mal à retrouver quelque chose de ce même niveau-là ailleurs. Mais bon sang de bonsoir, c'est une question de pays, c'est une question de nation. Ça nous appartient. Est-ce que nous sommes capables, nous aussi, de proposer des modèles d'évaluation qui prennent en compte nos valeurs, nos aspirations, nos façons de voir, et qui, sans prétention, mais également aux produits étrangers, éclairent le monde. Ça ne serait pas si mal que ça. C'est la raison, après cette phrase, pour laquelle je me dispense de conclusion. Parce que voilà, c'est mes deux difficultés. J'aurais pu mettre ce petit dernier item en conclusion si on avait voulu, mais voilà, je trouve que nous sommes dans un pays faiblement propositionnel, mais vous connaissez notre tradition. Nous aimons garrotter, et en dehors du garrot, nous ne connaissons guère de solution. Merci. Bien, donc merci à Christian à la fois pour cette présentation à la fois claire et personnelle, en ce qui concerne au moins un certain nombre d'éléments d'analyse. Alors peut-être que Gérard va commencer, vous, alors, arrêtez de vous faire des petites politesses. Tiens, enlève ça de tes pattes. Parce que... Je vais essayer de poser peu de questions pour laisser du temps à la salle. Non, la première question que je voudrais te poser, c'est, bon, tu as un an d'expérience à la CESP. Là, je prends ta casquette CESP, je ne prends pas ta casquette collégien. Tu as un an d'expérience à la CESP. De l'extérieur, on a l'impression quand même que la CESP aujourd'hui est un peu divisée en deux, on pourrait dire. Elle produit des rapports sur les avis, elle produit des avis d'efficience qui restent quand même dans un cadre très économique, tu l'as dit. Et puis il y a quand même une composition de la CESP qui est très multidisciplinaire. Et en fait, donc, est-ce qu'il y a véritablement, d'une certaine façon, un peu, pas une schizophrénie, mais une coupure en deux? Et j'ai envie de te demander, c'est quoi ton ressenti de l'apport des non-économistes dans la réflexion autour des avis d'efficience? Est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est nul? Ça, c'est un peu ma première question. Ma deuxième question, alors là, je ne sais pas ta casquette collégien à HAS, c'est ta casquette personnelle ou ta réflexion personnelle. Tu parlais de valeurs. En fait, il y a aussi une schizophrénie, la HAS. C'est-à-dire qu'il y a un jugement de valeur qui est posé par l'ACT, dans lequel rentrent ou ne rentrent pas des éléments d'appréciation de la qualité de vie des patients en fonction des données cliniques qui existent, etc. Et puis, il y a des représentants des patients à l'ACT. Et puis, il y a de l'autre côté, effectivement, la CESP, qui aussi utilise des éléments de qualité de vie, mais quantifiés par le biais des QALY, si tu veux. Et en fait, ce qui est un peu... Et l'impact organisationnel, il est jugé par les deux, d'une certaine façon. Bon. L'ACT, la réalité des choses, c'est que l'ACT a toujours refusé des éléments quantifiés de mesures de l'impact organisationnel qui sont présentés par les labos, et ceux-là sont intégrés quand même dans l'analyse économique par la CESP. Donc quand tu disais que ce n'était pas bien intégré, etc., je pense que ça l'est. Le problème que tu as posé, c'est que les pouvoirs publics ne sont pas capables de faire en sorte que les gains
organisationnel potentiel d'un nouveau traitement se réalise dans la vraie vie. Hein. Enfin, c'est plutôt ça. Donc l'obstacle, il est en aval et pas tellement en amont. Donc ma réflexion, ça serait de dire, dans un monde futur, tu parlais de conseils, de patients, etc., dans un monde futur meilleur peut-être ou pas, est-ce qu'il n'y a pas... alors, j'espère que tu vas pouvoir répondre, parce que là, est-ce qu'il n'y a pas bénéfice à fusionner, d'une certaine façon, comme à l'anglaise, à fusionner finalement le fonctionnement CT-CESP, voilà, et à les faire fonctionner ensemble. Ce qui permettrait d'ailleurs aussi d'éviter un certain nombre de problèmes de synchro entre les avis CT et les avis CESP. Voilà, mes 2 questions. À ces 2 questions-là, je répondrai personnellement. Oui, personnellement, bien sûr. C'est toi qui interroges. Sans engager l'institution à laquelle j'appartiens, bien évidemment. Il m'en sera probablement fait reproche à 10h30. On va censurer ça à la vidéo aussi. Sur le premier point, oui, il y a 2 produits dans la CESP, c'est une évidence. Il y a un produit de flux et il y a un produit de longue durée. Les produits de flux, c'est les avis d'efficience. Et de toute façon, si on ne les rend pas dans le délai, le talon des industriels s'abat sur la marqueterie et ça fait du bruit. Donc il faut les rendre dans le délai. Donc on est pris par le flux. Donc quand vous êtes possédé par le flux, vous êtes dépossédé de la longue durée. Donc évidemment, il suffit de regarder les ordres du jour d'ailleurs de la CT, ce n'est pas un mystère. Le matin, on fait les avis d'efficience, comme ça on peut les corriger entre midi et 2 et les approuver. Le reste, on le fait après. Donc voilà, c'est comme ça. Quand on a inclus la question de l'évaluation d'efficience, l'évaluation médico-économique, on l'a mis à la CESP. Probablement sans penser que ça allait faire surgir cette tension dans le travail de la commission. Sous-question dans cette question-là, et les sciences humaines et sociales à la CESP, qu'est-ce qu'elles font? Moi, je passe d'une commission que j'ai trouvée à une commission à laquelle j'ai contribué pour sa composition. J'en attends évidemment beaucoup, mais on aura du mal à aller contre cette double vie. Les avis d'efficience d'un côté et les évaluations de santé publique de l'autre. Malgré tous les efforts, et ça ne dépend que de la volonté des membres non économistes de la CES de s'impliquer voilà. Alors, il faut quand même savoir que quand vous les mettez ensemble, des gens comme toi, qui sont des gens très bien, il faut vraiment être très trapu pour arriver à vos calculs biostatistiques et tout ça. Alors, calcul biostatistique, simplement être respecté, non? Les économistes? Donc, les économistes respectent ceux qui ne le sont pas. Oui, mais ça, évidemment, et ça c'est plus difficile, parce que naturellement, ils ont raison. Voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est aussi, enfin, faut pas penser que les gens prennent des positions de pouvoir ou parce que c'est des maniaques du pouvoir. C'est parce qu'en face aussi, il y a peu de substance. Enfin, pardonnez-moi, mais alors c'est aussi les lois de l'échange international. Pour exister en tant que chercheur en sciences sociales, il faut s'intéresser à des sujets de tête d'épingle qui n'intéressent pas grand monde, hein, si vous voulez publier. Donc c'est ça que font les chercheurs en sciences sociales. Ils ne s'intéressent pas à la vie des gens, pas beaucoup, enfin très peu. L'Alliance Athéna m'a demandé de venir plaider devant eux sur ce qu'on pourrait faire pour rabouter sciences sociales et santé. C'était abyssal. Donc voilà, moi je ne sais pas. Enfin, moi j'ai des questions à leur proposer, hein, de vraie vie avec des traitements, de vraie vie des malades, des vrais gens, quoi, qui se posent des questions, dans lesquelles je ne suis pas certain, bien que je l'aime beaucoup, la théorie du genre est une influence décisive. Enfin, je vois bien des aspects, je vois bien que le corps de la femme n'est pas comme le corps de l'homme, que d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue métabolisme, il y a des... Enfin bon, aller chercher, convoquer le genre, je ne suis pas sûr que ça soit bien décisif. Voilà. Donc je trouve qu'il y a un moment donné, faut vraiment... C'est des questions collectives qui nous sont posées. C'est pas forcément de mettre à l'index les économistes en disant vraiment c'est des affreux individus, on ne comprend pas ce qu'ils disent, ils font exprès comme Lacan de tout rendre confus pour pas qu'on rentre dans leur... Voilà, ils nous font les nœuds borroméens, personne n'y comprend rien. Voilà. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est aussi qu'est-ce que font les autres et qu'est-ce qu'ils produisent. Et voilà, alors... On est plutôt de ce point de vue assez armé sur les questions d'éthique, sur les questions d'impact organisationnel, on s'y colle là. On va essayer de sortir une méthodologie qui puisse permettre l'évaluation de ces impacts organisationnels dans les commissions. Dernière question ultime, faut-il fusionner tout ça?
c'est mon sentiment personnel. Peut-être que... voilà, moi je trouve que ça serait mieux si on avait... Alors, je pense qu'il y a deux hypothèses sur la table, à la vérité. Soit on met l'efficience avec tous les éléments dont on a parlé, analyse d'impact, impact organisationnel, dans l'ACT et dans les DIMS, soit on fait un vrai avis de société de l'autre côté qui vient se mettre en face de l'avis clinique. Je ne vois que ces deux solutions-là. Je trouve assez inconfortable le jeu actuel. Voilà, je ne suis pas intimement convaincu. D'ailleurs, on le voit bien, l'ordonnance relative à la HAS prévoit la création des intercommissions. Ça n'arrive pas par hasard, ça arrive parce qu'il y a des sujets sur lesquels on voit bien, comme les carticelles, il faut avoir l'ensemble des données pour faire un avis. Donc le législateur a prévu ces intercommissions, probablement avec raison, probablement avec un raffinement stylistique dans l'écriture qui défie le quotidien de la vie des bêtes. Parce que pour le coup, c'est tellement bien rédigé, Michel, que je ne sais pas comment on va arriver à l'appliquer. Mais voilà, donc c'est pas facile. Ouais, mais c'est bien ça l'intérêt des intercommissions. Alors est-ce que, une fois de plus, à la française, timidement, en mettant un pouce dans l'eau, à condition qu'elle ne soit pas trop froide, on essaie de voir si l'intercommission ne pourrait pas présager d'un régime juridique futur unifié. Je ne sais pas. Enfin, faut déjà tenir une intercommission sur quelques sujets pour voir si c'est carrossable et si ça apporte un plus. C'est quoi la plus-value des intercommissions sur un certain nombre de sujets? Peut-être qu'on doit faire des intercommissions sur l'innovation quand elle a un seuil assez important et qu'on peut mobiliser ce genre de choses et pas le faire sur les autres. Tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes, qui sont devant nous. Et je rebondis sur trois mots que vous avez utilisés. Robustesse. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé. Est-ce qu'il ne faudrait pas une mise à plat sur le mot robustesse, parce qu'on parle de données médico-scientifiques, présumées robustes, médico-économiques, présumées robustes, et après, la préférence patient, c'est vague. Est-ce qu'il ne faudrait pas, un jour ou l'autre, être précis sur ce que veut dire robustesse? Deuxième mise à plat peut-être nécessaire, en ce qui concerne la transparence. On en parle souvent. Vous savez bien que derrière le dos de la HAS, tout le monde se plaint un peu du manque de transparence du processus de fixation des prix, notamment. Hein, et puis enfin, donc, la mobilisation, vous avez dit sociétale, vous avez évoqué un peu plus haut la compétence différente et l'appétence différente des associations. Est-ce qu'il n'y a pas un travail chez vous, au niveau patient, pour, mobiliser plus les patients et les former davantage? Alors, robustesse, moi je suis d'accord. Je ne suis pas sûr qu'on ait toujours besoin de robustesse pour des préférences. Hein. Peut-être qu'il nous faut, sur un certain nombre d'aspects, des choses très très robustes, et sur d'autres, des indications qui soient des indications de société. Moi, j'ai dit ma préférence pour le débat public. Je considère que c'est extrêmement honnête. Quand on le fait en matière d'environnement, personne ne conteste le travail qui est opéré par la Commission nationale du débat public. Au lieu d'avoir à chaque fois des consultations citoyennes, machin, des trucs bidules, sur des algorithmes improbables, toujours objet de la critique, il vaudrait mieux avoir un algorithme de travail bien repéré, confié à une autorité indépendante. Voilà, et c'est le produit. Alors, c'est ce qu'a tenté de faire d'un certain point de vue Jean-François Delfrécy en raffinant, mais parce qu'il avait sa culture ANRS, en raffinant son avis du Conseil national d'éthique entre d'un côté les items du débat public et de l'autre côté l'avis de l'institution. Je trouve qu'il a produit un effort, alors qui a un prix. Hein. Cette affaire lui a coûté 900 000 €. Je rappelle que le budget de l'institution tout entière, c'est 400 000. Donc voilà, faire fabriquer du débat public, si on veut faire quelque chose de potable, de propre, et ça n'a pas forcément besoin d'être robuste au sens de la donnée clinique, ça a besoin d'être robuste au sens de la société. La deuxième question, c'était... Alors, transparence. Quand je vois le nombre d'institutions de formation des cadres de l'industrie pharmaceutique à 1 200, 1 400, 1 500 € la journée pour commenter les avis de la CES, mon Dieu, je ne peux pas penser que ce n'est pas transparent. Alors, franchement, passer une journée là-dessus, décortiquer, me sucer ça comme les pattes d'une araignée, d'un crabe, franchement, je pense que vous connaissez infiniment mieux que moi
les contours, les retours, les alentours et les sous-terminologies des avis de la commission. Donc cette idée que l'HAS n'est pas transparente, moi alors là, je ne sais pas comment on fait. Tout est rendu public, tout est sur le site, tout est l'objet de commentaires. Alors évidemment, on pourrait faire nous-mêmes des efforts. C'est ce qu'a fait le Conseil d'État d'ailleurs. Il y a M. Marceau-Long, avec Prosper Veil et M. Guy Bréban ont publié ce qu'on appelle les GAJA, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, où ils commentent eux-mêmes leur propre production. Je ne suis pas sûr qu'on fasse un succès de librairie comparable. Mais je pourrais moi-même commenter les avis de la CESP dans un ouvrage qui permettrait de dire, voilà, probablement on a des efforts à faire, mais en même temps, regardez aussi combien c'est récent, quoi. Voilà, on a derrière nous le temps d'installer un mode d'évaluation médico-économique qui emprunte quand même beaucoup au modèle universitaire, ce que je peux parfois regretter d'ailleurs. Mais probablement, dans une période où l'évaluation médico-économique était si crainte, si critiquée, fallait-il aussi se rassurer avec des méthodologies qui empruntent peut-être plus au canon universitaire, au canon académique, qu'à quelque chose qu'on aurait pu apprécier de manière un peu robuste, rustique et paysanne. Voilà, peut-être qu'il faut bouger ça, mais c'est compliqué. Hein, je veux dire, voilà, parce que on est dans un système où probablement la crainte du contentieux a pris la main sur ce qui pourrait être le bon sens. Parce que si nous faisions du bon sens, nous serions alors l'objet de saisine devant les juges, et le juge annule le bon sens. Le juge, il dit, il y a une méthode, enfin, il ne faut pas me la faire à moi, parce que je connais suffisamment bien les choses, y compris dans la balance coût-avantage, puisque c'est une des innovations du Conseil d'État en 1971, si vous avez le courage d'aller lire l'arrêt Ville-Nouvelle-Est, c'est la première application de la théorie du bilan par le juge. Et donc, une théorie, voilà, ce qui veut dire que le juge a une théorie du bilan. Et donc, il faut qu'on applique une théorie du bilan. Et l'application de cette théorie doit être équitable d'un dossier à un autre. Elle ne peut pas subir de variation d'un dossier à un autre. Donc, voilà, je pense qu'on s'est mis dans un modèle et que probablement on a du mal à en sortir aujourd'hui. On s'est mis dans ce modèle pour des raisons d'acceptabilité. On s'est dit, on va faire ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on est paré de tous les risques. Et maintenant, évidemment, on souffre un peu, mais le premier qui fait un recours réveille l'autre. Donc maintenant qu'on est dans cette logique de recours, voilà. Troisième question, c'était bouger. Alors, je suis saisi d'une interrogation. Est-ce à une autorité, fût-elle indépendante, de secouer le marigot ? Je ne sais pas, vous connaissez la formule de Renan qui forme conforme. Est-ce à nous de le faire ? Alors, à l'étranger, on ne se pose pas ce genre de questions. On le fait, et dardard. On y va, et ça a des succès considérables. Vraiment, ce que j'ai vu, une fois de plus, je suis allé à Montréal voir ce fameux modèle, parce que quand on n'y va pas, on voit ça sur le papier, mais il faut vraiment aller le voir. Je peux vous assurer qu'il y a des patients affectés par une pathologie mentale qui sont parfaitement à même d'intervenir dans des commissions. Vraiment, c'est assez prodigieux. Alors, je pense que pour nous, c'est probablement plus compliqué. Alors, on va le faire hein, dans le cadre de l'axe stratégique, tant pis, on va le faire, on va voir. Voilà. Maintenant, je pense que c'est aussi au monde associatif à se poser des questions. On ne peut pas se satisfaire de 3 pétitions récoltant 1000 signatures sur le même sujet. Surtout quand on a une constitution qui prévoit un droit de pétition devant le CESE, on serait bien bête de ne pas s'en servir. J'observe qu'on ne s'en sert pas. Donc voilà, il y a quand même un moment donné, dans le monde associatif aussi. Alors, c'est vrai que c'est la crise qui vous réveille. Et que probablement la perception d'une crise sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, elle n'est pas aussi aiguë qu'on a pu le vivre par le passé. Mais voilà, de toute façon, il faut le faire, on va l'engager, ne serait-ce qu'autour du cadre de rénovation avec les associations et le dialogue avec la société. Alors, c'est mon tour de te demander 2-3 choses. Je ne sais pas si elles seront simples. Et après, les autres, ils parlent aussi, non ? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je ne parle qu'en te présentant, donc jusque-là. Simplement, c'est quoi les éléments de débat, par exemple ? Quels seraient les sujets que tu mettrais en débat public
aujourd'hui, si soit l'institution prenait l'initiative, soit d'autres. Je crois qu'il y a une crise de l'engagement. Alors, tu as dit les associations parce que c'est notre langage commun, mais d'autres proposer ces éléments du débat. C'est quoi les priorités de prévention, par exemple? Les priorités de la prévention. Ouais. Bon. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est les addictions? Est-ce que c'est les conduites à risque? Au moment où on se pose les questions d'un 5e risque, c'est quoi? C'est le domicile ou l'établissement qu'il faut favoriser? C'est des vrais choix pour nos concitoyens. Est-ce que l'objectif, c'est le plus de maintien à domicile possible, avec ce qu'on appelle, entre guillemets, des EHPAD hors les murs? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, la construction des murs? Et c'est des vrais sujets d'engagement de la société qui sont aujourd'hui pas débattus. Si on engage de l'argent collectivement, puisqu'il se dit qu'on pourrait prendre sur la CSG pour poursuivre le remboursement de la CSG pour financer le 5e risque, c'est beaucoup d'argent. Cet argent-là, va-t-il favoriser la construction d'établissements ou va-t-il favoriser le maintien à domicile avec des nouvelles professions, des nouveaux métiers dédiés à ce maintien à domicile, à la coordination, au lien avec les familles, etc. C'est des vrais sujets. Il peut y en avoir d'autres qu'on peut trouver. Je pense que dans le rapport public, on en a mis plusieurs. Mais par exemple, sur la pertinence des soins, je trouve qu'on est dans une vraie injonction paradoxale. On dit qu'il y a 30% de soins pas pertinents. Alors peut-être que c'est pas 30, peut-être que c'est 15, peut-être que c'est 10, mais 10 c'est déjà beaucoup trop. 10, 275 milliards, ça fait 17 milliards. Moi je sais faire des choses avec 17 milliards. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais est-ce que c'est pertinent de dire ça comme ça? Alors le débat public, attention, le débat public. Non. Le débat public, c'est pas une conversation en public. Le débat public, si vous allez sur le site de la Commission nationale du débat public, il y a un dossier du débat public. Il y a un président de la commission particulière du débat public. Il y a des conclusions du débat public. Il y a le traitement équitable des partis. Attention, c'est un modèle très algorithmé qui permet au moins d'avoir une photographie de l'opinion. Ça ne dispense pas le responsable final de sa prise de décision, mais ça permet au moins de se dire voilà comment l'opinion réagit, comment elle pense. Donc je pense qu'il y a des sujets en santé sur lesquels on serait mieux armé si on avait une évaluation de ce type. Si je puis me permettre, ça dépasse le cadre de la HAS. Oui. Parce qu'il y a deux organismes qui réfléchissent aux questions que tu poses. Il y a le HCSP, le Haut Comité de la Santé publique, et le HCAM. Je suis d'accord. Donc, à l'heure actuelle, finalement, la HAS n'a pas tellement de légitimité à engager ce débat sur les priorités d'allocation de ressources. On peut penser ça, mais moi, je suis un affreux mécaniste. Oui. Je suis un affreux mécaniste. Si on veut que le débat public soit un geste pur, insensible à la critique, il faut une autorité indépendante pour le caler. Il n'y a pas 36 solutions. Vous en avez une en santé, ou alors vous augmentez les compétences de la CNDP. On peut tourner autour du pot, mais c'est ma vision de tuyauterie. C'est pas, je le défends pas pour l'institution, je le défends pour la rigueur du débat. Vous avez évoqué la transparence qui préside aux activités de la HAS. Je pense que les choix méthodologiques de la HAS ne sont pas du tout transparents. Et donc, ils ont été décidés, on ne sait pas par qui. Par le collège. Et ils continuent à l'être. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la doctrine, ne serait-ce qu'en termes d'avis d'efficience et d'évaluation médico-économique, qui n'est contrôlée que par le collège, disons. Et tous les dispositifs que vous proposez ne sont jamais intégrés, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité de vie, ce qu'on appelle maintenant les PROM, et l'expérience patient. En quoi l'expérience patient, par exemple, pourrait devenir en complément, compléter le dispositif Quali? Ça serait quand même clairement nécessaire. Or, actuellement, on ne voit absolument pas comment il peut y avoir une complémentarité entre les deux approches. Donc, les évocations que vous faites sont un peu incantatoires. Et je souhaite qu'elles ne le soient plus. D'accord. Donc c'est vrai que je t'en donne la... Eh bien, vous allez le voir. Je dis donc c'était la question. Vous allez le voir, puisque donc nous nous engageons sur l'évaluation d'impact méthodologique, ça sera aux petits oignons.
C'est-à-dire que ça sera publié et vous contribuerez, si vous avez envie. Mais qu'est-ce que j'observe ? Je contribue toujours. Qu'est-ce que j'observe ? Que quand on publie un document sur le site avec un appel à contribution, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement fourni. Donc je n'ai qu'un seul souhait, c'est que lorsque nous publierons la feuille de route sur l'évaluation de l'étude d'impact, il y ait 1000 fleurs contributives qui s'épanouissent. Et voilà. Donc, je veux défendre notre communauté parce que sur le premier guide, le collège a été très contributif. Les instances de sociétés savantes ont été extrêmement contributives sur le premier guide. mais moi, le passé, je ne sais pas. Mais ce que je fais aujourd'hui, je sais. T'inquiète, Je sais. on va Donc sortir. voilà. Enfin Voilà, je pense vraiment. En tout cas, les économistes, ils vont réagir. Nicolas Boyon, groupe Profession Santé. J'adore ton idée de débat citoyen, comme on a fait un peu pour la bioéthique, avec effectivement une commission bien menée, enfin un débat bien mené, une commission bien menée par M. Dalfrécy. Mais est-ce que sur la santé, c'est jouable ? C'est-à-dire que là, c'est un point ponctuel, on fait un grand débat qui dure pendant 1 an, on consulte beaucoup, on voit beaucoup de monde, et on prépare une loi à partir de tous ces éléments. Est-ce que dans la santé, on ne serait pas obligé d'en faire tout le temps ? Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une espèce de bloc permanent, en fait, adossé à l'HAS, peut-être, et qui suivent ça ? Parce qu'en fait, on va avoir des débats en permanence. On ne va pas décider une chose. Alors, tu parlais effectivement, par exemple, la prévention. Très bon sujet. On fait un débat citoyen sur la prévention. Oui, mais le lendemain, il va falloir faire un débat citoyen sur la prise en charge des nouveaux produits très chers. Et puis le lendemain, la prise en charge dans les EHPAD, etc. C'est qu'il y a tellement de sujets que le débat citoyen, il me paraît, à ce jour, plus adapté à des choses ponctuelles. Mais peut-être je me trompe. Et comment résoudre Il y a 5 différend. débats citoyens tous les ans sur les questions d'environnement par la CNDP. Donc il y en a 5 par an, en flux constant. J'ai regardé ça de très près. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur les sujets de santé. Voilà, c'est pas fort. Je ne suis pas désespéré par ça. Je pense que probablement nos concitoyens ont beaucoup plus d'appétence pour ces questions-là qu'on ne l'imagine. Ce sont des sujets qui leur tiennent très... Enfin, je pense que la Pas par l'intermédiaire d'un Internet qui fait que c'est aussi un problème culturel. Je suis d'accord avec... C'est un problème sociétal. On a interrogé des tas de gens, on a interrogé les gens qui avaient accès par Internet à une forme de psittacisme, pour être précis. C'est pas Michel. Entre soi. Non, Michel. Quand Jean-François Delfrécy a fait son algorithme de travail, il a bien prévu... Dans mes montagnes, on n'est pas allé interroger les gens. Ils n'avaient pas l'idée d'aller... Jean-François est un voisin Cantalou. Il fait donc les choses comme on fait là-bas. C'est-à-dire, il a fait un sondage avant débat public, il a fait un truc sur Internet et il a fait des débats dans les 17 régions étalées sur les coltinets. Donc, c'est pas que du truc Internet. Et ensuite, il a fait un sondage post-débat public pour savoir comment les choses avaient bougé dans la durée d'1 an, 1 an et demi, dans l'esprit de nos concitoyens. Rendons-lui grâce d'avoir fait un truc, pour le coup, robuste, de se dire... Je me pose des questions et je boucle mon affaire du mieux que je peux avec l'argent que j'ai. Voilà, il a fait son truc correctement. Donc, voilà, on n'est pas incapable de faire des trucs corrects quand même. Vu le prix pour un... Oui, mais c'est pas... Enfin... 4, 5, 6... Non, mais je veux dire, c'est pas... Faut pas non plus... ça va pas bouleverser les finances du pays. Je veux dire, vraiment... Ça économise beaucoup de choses après en arrière. Je crois que l'articulation, c'est aussi, si tu veux... l'impact de ces débats sur le processus aujourd'hui d'allocation des ressources au sein du système de santé. C'est le jour où effectivement tu trouveras la trace de ces débats dans l'ONDAM, à ce moment-là je te dirais bravo. Et je crois qu'il y a une vraie problématique qui est là, si tu veux. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un débat public en disant aujourd'hui on va basculer beaucoup plus d'argent sur la prévention en général que sur le curatif. Au-delà de ça, dans l'enveloppe de la prévention, après, il va falloir décliner ça autrement. Mais c'est une des difficultés, je crois quand même. La loi Delfrécy, elle a des impacts en fait en termes d'allocation des ressources, mais pas aussi majeurs que pourrait l'avoir un débat public en santé. Je suis d'accord. Faut voir. Bonjour Monsieur le Président. Par exemple. Véronique Foutel, Value Vision Consulting. J'aurais une remarque et une question, 2 questions. La première rejoint le point de Monsieur.
Hier soir, je regardais C'est dans l'air. C'était sur les inondations dans l'Aude. Et j'ai été stupéfaite, surprise, mais pas si surprise que ça, sur un commentaire fait par un responsable de la protection civile qui expliquait que malheureusement, il y avait eu beaucoup de morts dans ces inondations parce qu'il y avait aussi une acculturation de la société française. Donc je rebondis là-dessus parce que là, on est sur un sujet qui est excessivement pointu, la santé. Et donc, vous voulez absolument, enfin, je dis de manière générale, les pouvoirs publics veulent de plus en plus impliquer les patients. Et donc, a-t-on des avis nécessairement éclairés sur des sujets aussi pointus? Donc, je vois toute l'ambition que vous déployez derrière ça, mais en tant que professionnel dans le domaine, opérant depuis 25 ans et apprenant encore tous les jours, et revisant mes jugements, je me dis que c'est très compliqué d'avoir quelque chose de pertinent. Et le deuxième point, c'est la transparence. Je voudrais revenir sur le point de Monsieur Lemarié. Et j'ai lu dans la lettre d'un lobbyiste qui circule sur la place et qui parlait de la prochaine lettre d'orientation ministérielle qui est toujours dans le canon, que les avis d'efficience, enfin, dixit le lobbyiste, que les avis d'efficience pourraient à présent être utilisés, alors on le savait par les réserves majeures, hein, qu'un produit un produit innovant ne pouvait plus avoir la garantie de prix, mais je crois que dans ce qui circule dans la nouvelle lettre, on pourrait être un pas plus loin, puisque un médicament reconnu comme non efficient n'aurait pas cette garantie de prix européenne. Merci. Alors, sur le premier point, personnellement, je ne suis pas artiste et j'ai une opinion sur la politique culturelle de mon pays. Je la trouve un peu trop muséale et un peu pas dans la vie des gens. Mais bon, voilà, je pense que les citoyens ont des avis aussi. Enfin, l'avis des gens est un avis assez... Enfin, je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on soit un spécialiste de la question pour avoir un avis... Alors parfois c'est excessif d'ailleurs, parce que vous savez très bien qu'il y a 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de football en France. Hein. Ça marche. Ouais, donc voilà. Donc on peut avoir 67 millions de Français qui font des choix en santé. Le deuxième point sur l'histoire du lobbyiste, je ne sais pas ce que c'est dont on parlait, je ne suis pas au courant. Tu lis pas Qu'est-ce que c'est les papiers d'Aïe, ou Nil, je ne sais pas comment on dit, de Mariotte, c'est pas ça. Ah oui, et il dit ça à qui? Lui, il sait tout, donc il a vu. La note de qui? La lettre d'orientation ministérielle. Ah, mais moi, je n'ai que le SMS de Mme Buzyn, elle ne m'envoie pas de lettre. Moi, je lui envoie des mots, mais elle ne m'envoie pas de lettre. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. La note explique ce que c'est que non efficient? Non. C'est un petit tableau sur la deuxième page. Non, mais que... C'est un des débats. De toute façon, on est dans une compétence parlementaire, donc ça viendra au PLFSS. Je sais pas. Non. C'est la lettre d'orientation ministérielle qui est dans Oui, mais enfin, Ah, c'est la lettre adressée au président du CPS. Ah oui, non, mais ça, enfin, pardonnez-moi, mais que l'autorité publique envoie des lettres à l'autorité publique secondaire, je ne peux pas être totalement surpris. Non, mais vous faisiez allusion au seuil. Ah oui. Plusieurs valeurs de seuil, etc. Que faire de ces fameux Cosper-Colis qu'on calcule en France et on n'a pas un seuil à 50 comme le NICE? Non. De toute façon, à 30 000 rejets, où on est extensible, élastique, pour le cancer fun, etc. On n'a pas ces notions-là en France. Mais apparemment, il y a eu un pas supplémentaire qui vient d'être franchi si Olivier Nil et son équipe a bien retranscrit l'esprit de la lettre d'orientation ministérielle. N'ayant pas moi-même vu cette lettre, je suis incapable d'en faire un quelconque commentaire. Si vous m'invitez aux Amphis de la Santé, je vous expliquerai pourquoi on peut travailler sans seuil et comment. Sharazed Maherzi du CB Pharma. Alors j'ai deux petites questions précises. Vous avez parlé du projet stratégique de la HAS. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et la deuxième question, encore la transparence des évaluations. Allons-nous avoir une doctrine de la CESP comme pour la CT? Voilà. Merci. Alors, premièrement, le projet stratégique sera mis en ligne prochainement. Il contient une demi-douzaine d'axes stratégiques. Le premier est relatif à l'innovation. Le deuxième, ça a été longtemps en débat, est relatif à l'engagement des patients en santé. On s'est posé des questions de savoir s'il fallait mettre en premier ou en deuxième. Mais en considérant le train d'innovation qu'on avait aujourd'hui, on a préféré mettre l'innovation en premier rang. Donc, il sera rendu public, il sera suivi avec des indicateurs qui vont être précisés.
Et il y aura des rapports d'étape réguliers pour les 5 ans à venir. Il contient des choses comme notamment la prise en compte des résultats dans la certification et pas simplement les process. Donc il y a des choses qui vont bouger. Enfin, c'est un projet stratégique comme en font toutes les institutions de ce genre dans le monde qui disent quelle est leur feuille de route et comment elles vont y aller. Y aura-t-il... mais je pense que ça a dû vous échapper que la CESP a produit sa propre doctrine dans un rapport de mandature. Mais de 2016 17, oui. Hein, nous avons fait un petit rapport de mandature. Je suis déçu que vous ne l'ayez pas reçu comme un élément de doctrine. Du coup, je me dis que sans doute, il n'est pas suffisamment lumineux. Mais je vous promets qu'on essaiera de faire mieux. Mais alors, c'est vrai qu'il ne s'appelle pas de doctrine, mais il est doctrinal. Et je suis déçu que ça vous ait échappé. Non, non, je pense que vous confondez le rapport d'activité et le rapport de mandature. J'ai voulu donner au rapport de mandature une touche que n'a pas le rapport d'activité, qui se borne à computer des entrées et sorties. Et le rapport de mandature travaille un peu les questions d'ailleurs que j'ai évoquées aujourd'hui et de méthodologie, oui. Mais vous voudriez qu'on fasse... Tu vas écrire que c'est un rapport doctrinal et Écoute, l'infradiscursif, pour parler. Écoute, Michel, ce rapport de mandature m'a déjà beaucoup coûté. Bon. Et je ne pense pas que vous soyez en peine pour mesurer les contours et les détours des évaluations de la CESP. Je pense que si je mettais bout à bout l'ensemble des commentaires que j'entends sur la place, ça dépasserait les 600 pages des grands arrêts de la jurisprudence administrative de Lonveil et Brébant. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de salive et beaucoup d'écriture sur les avis de la CESP. Alors peut-être que ça serait mieux si elle-même disait sa façon de penser. Mais voilà, j'arrive, et déjà je m'en vais. Donc... Acte 2. Bonjour, je suis Loïc Rial et je travaille en accès au marché chez Voisin Consulting Life Sciences. J'ai une question sur la transparence. Non, c'est pas vrai. J'ai une question institutionnelle. Je vois que vous avez une culture administrative. Pas que. Mais oui, mais aussi. J'en ai plusieurs. Aussi, vous avez une vraie culture administrative, j'ai pu le voir. Et je ne vous rejoins pas sur l'aspect psittacisme où les Français seraient faibles en proposition. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi d'une sorte de millefeuille administratif qui fait que la lisibilité des modalités de la participation est très faible et que beaucoup d'associations de patients, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'académiques finalement ne savent pas exactement quel est le lieu adéquat pour participer au débat. Et là, je voudrais vraiment aller dans votre sens, et vous avez donné quelques billes dans ce sens-là. Est-ce que la HAS, est-ce qu'il n'a pas un rôle comme institution indépendante de prendre vraiment le lead, la direction de ces débats? Oui, je vous donne juste un exemple. Je suis le membre d'une association de patients qui s'appelle l'ACDA, sur les malformations congénitales, et qui a été très médiatisé ces temps-ci avec ces fameux clusters dans l'Ain. On a le dossier Remera, une petite équipe de 6 personnes qui finalement coûte pas si cher, qui voit ses financements menacés. Et il y a tout un travail associatif aujourd'hui pour défendre, pour dire ben voilà, c'est important, ces aspects de prévention, etc. Mais finalement, les modalités de financement de ce type d'outils, les modalités de participation, les modalités sont extrêmement peu claires. Et est-ce que la HAS n'a pas vocation à accueillir cette culture pluridisciplinaire pour permettre à ce que finalement ceux qui marchent soient exprimés, soient pérennisés, et que finalement, tous ces aspects-là soient pris en compte, finalement, que les signaux faibles de la société soient pris en compte, et pas seulement les grands acteurs qui ont des moyens d'affaires publiques très conséquents. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, je vois, à peu près. Je me méfie de la réception par l'opinion et par les citoyens de ce que peut émettre comme recommandation la HAS. Quand je vois
comment 2 phrases dans un avis d'efficience fait l'objet de commentaires, j'ai extrêmement peur que 2 phrases sur la bonne méthode pour recueillir l'opinion citoyenne sur des sujets fassent l'objet de commentaires aussi proportionnés par ailleurs. Donc je ne sais pas. La difficulté devant laquelle nous nous trouvons, c'est que ce qui peut se faire à l'étranger dans le monde associatif constitue un modèle, mais le régime de l'étranger n'est pas le régime de la France. Les associations de patients en France sont à peu près à la rue, à part 2 ou 3 structures qui ont trouvé des modèles de recueil de financiers un peu structurés. Elles sont toutes dans une grande difficulté. Et nous n'avons jamais su relever ce défi. Voilà, malgré tous mes efforts, alors qui ont abouti à la création du Fonds national pour la démocratie en santé dans la loi Touraine, mais qui est alimenté par un bout de taxe sur le tabac. Alors, en même temps, comme le fonds est créé et que la taxe, il suffit de la faire varier, c'est parti en fumée. Oui. Enfin, il y en a un peu, mais bon, c'est pas tonitruant. Enfin, je veux dire, on est à peut-être 7 millions d'euros. Enfin, c'est franchement rien, quoi. Ce défi-là. Alors, en même temps, si vous voulez, l'argent qu'on a, pour prendre l'exemple des États-Unis, est un argent privé, qui vient de fondations privées. Alors qu'on explique toujours structurellement comme étant de l'argent mis par les entreprises, parce que par ailleurs, le régime fiscal est favorable. Aujourd'hui, le régime fiscal des entreprises en France est voisin de celui des États-Unis. Je n'observe pas qu'il y ait de grandes fondations d'entreprises qui se soient créées sur ces sujets-là et qui viennent allouer des ressources. Donc il y a quand même quelque chose qui... Je pense que ce système-là est d'un certain point de vue assez confortable pour tout le monde. Je veux dire, surtout, pour que tout change, il faut que rien ne change. Et voilà. Et je trouve que collectivement, nous ne mesurons pas bien le service que pourraient nous rendre des allocations de ressources assez raisonnables somme toute auprès de nos concitoyens pour faire porter un certain nombre de choses. Nous ne nous en rendons pas compte. Et nous sommes au b.a.-ba de ce qu'on peut faire. Et moi, la HAS, on ne pourra pas faire le modèle de Montréal, parce que le modèle de Montréal, il a un certain prix. En plus, il faut se méfier des modèles, parce que des modèles dans un pays à 5 millions d'habitants, ça n'a rien à voir avec un modèle à 67 millions d'habitants. Voilà, tout ça n'était pas la même chose. Et puis, ce n'est pas les mêmes cultures. Voilà, mais on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que l'expression citoyenne, on ne sait pas bien faire, et on regarde toujours d'ailleurs les associations, alors qu'il suffit parfois de faire un groupe de patients, en se donnant quelques règles pour la composition de ce groupe de patients, travailler avec un animateur pour faire sortir voilà, donc il n'y a pas forcément besoin. J'ai eu au téléphone quelqu'un d'une association, qui est une petite association de petite taille, qui s'est mis à faire un travail de recherche avec un CHU. Ça a donné des résultats sur un échantillon et tout de suite des résultats tangibles. Donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, mais il faut probablement mêler des cultures aussi. Que le monde associatif accepte de parler à la recherche, mais moi je viens d'un monde qui, somme toute, a été privilégié. À Aide, pendant pratiquement 10 ans, on a fait les universités d'été des jeunes chercheurs sur le VIH-Sida pour travailler ces questions d'approche sociétale. C'est quelque chose qu'on a pu se permettre parce que la situation faisait qu'il y avait des allocations de ressources, même si c'était un drame, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'allocation de ressources. Donc voilà, ce qu'on a fait avec la NRS, c'est des choses qui devraient se multiplier. Et honnêtement, on n'a pas fait ce même saut d'échelle avec l'INCa, par exemple, sur le cancer. Alain Rusterols, consultant. Depuis les années 2000, émergence des fonctions de market access dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on voit ces fonctions arriver dans la gouvernance des laboratoires. Je voudrais savoir quel est votre regard sur la nouvelle gouvernance du market access dans l'industrie pharmaceutique. Bertrand Théard, laboratoire Roche. On voit apparaître dans les avis d'efficience, justement dans le cadre de ce lien entre évaluation et fixation du prix, des références de plus en plus fréquentes au seuil appliqué à l'étranger, dont on connaît à peu près quel est l'étranger qui est... Est-ce que on peut imaginer que cela s'arrête notamment par le travail qui peut être mis en œuvre sur les valeurs de référence, mais tout bonnement parce que on ne peut pas décorréler la notion de seuil justement d'une doctrine d'évaluation. Et là, c'est moins la doctrine de la CESP qui devrait être affichée que la doctrine du CESP, probablement dans sa méthodologie, qui, elle, n'est toujours pas officialisée, parce que se référer en permanence à des seuils qui sont les seuils anglais dans le cadre d'une évaluation médico-économique anglaise qui fait preuve d'une largesse
quant aux hypothèses méthodologiques qui permettent d'aboutir à des seuils et dont surtout les résultats sont produits alors même qu'on a mis à l'intérieur des évaluations les patient access schemes et tous les accords prix-volume qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on a déjà fait la négociation de prix avant. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas retirer ce genre de notion des avis CESP qui ne servent à rien puisqu'ils sont inopérants par rapport à la manière dont on évalue en France? Travailler sans seuil. Vous voulez définir? Erwan Mehdi pour le groupe Vive. Le groupe Vive, c'est les mutuelles MGEN, Harmonie Mutuelle. Vous avez parlé de la sous-utilisation du SNDS par le monde associatif. Quel est votre regard sur le projet de hub des données de santé? Est-ce que ça pourrait changer les choses? Alors, le market access, j'ai pas d'opinion. Je vais vous décevoir terriblement. Enfin, j'ai la faiblesse de penser que l'industrie fait ses choix et qu'elles sont sûrement dictées par des raisons et que, j'ai rien à dire. Je pense que je vous déçois terriblement parce que ou alors il y a quelque chose derrière votre question que j'ai pas compris. Monsieur, sur les avis de la CESP, écoutez, la présidence n'est pas un long fleuve tranquille. Je peux vous dire ça. Mes ambitions sont fortes. Le réel ne l'est pas moins. Et dans le réel, il y a notamment la crainte des recours. Et donc, ce sujet n'est pas prêt de s'apaiser, parce que je pense que des recours, il y en aura de plus en plus, et que donc notre plume sera à la mesure de tout ça. Plus il y a de recours, plus on fige. Dans cette culture française, parce que une jurisprudence administrative, puisque ces sujets qui sont des objets de recours administratifs, c'est une jurisprudence, donc c'est souple. Mais malgré tout, j'ai un peu peur que le traitement égal des parties prenne la main sur le bon sens. Et voilà. Alors j'espère néanmoins, dans le mandat qui est le mien, pouvoir contribuer à rééquilibrer un peu les choses. Mais je peux vous le dire, ça n'est pas commode. Il y a des raffinements stylistiques dans les avis dont je ne vois pas bien aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à trouver une autre formulation. Monsieur, c'était sur les données. Je ne sais pas. Vous savez, cette histoire de données, on nous a tellement promis monts et merveilles qu'on allait à peu près tout savoir, tout calculer et tout faire les choix bien comme il faut. D'abord, les données, on ne les a pas. Quand il y en a, elles sont assez complexes à interroger. Et il n'y a pas d'interface d'aide pour notamment les associations. Les entreprises, c'est plus facile. Les complémentaires, elles ont aussi les moyens de s'offrir des prestations pour analyser les bases de données. Alors, le Health Data qui arrive, je crois comprendre qu'il va venir performer l'Institut actuel. Mais, comment dire, avez-vous déjà regardé l'organigramme de l'Institut national des données de santé? C'est une pure merveille. Donc voilà, si on veut faire performer ça, je crains que, je ne sais plus qui est-ce qui avait parlé de simplification, c'est vous tout à l'heure, de simplification. À une époque pas encore ancienne, avant que la HAS ne fusionne avec l'ANESM, il y avait 48 agences sanitaires, nationales, j'entends. Donc il n'y en a plus que 47. Enfin, il en reste encore 47. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment donné, tout ceci quand même fait que c'est d'une complexité. Alors, je sais bien qu'il faut des règles de protection de nos concitoyens sur les données. Vous voyez combien ces sujets-là sont surveillés. Le secrétaire général de Force ouvrière en ce moment ne va pas très bien. Donc voilà, la question des données de santé, de ce qu'on fait des données des gens, c'est un sujet extrêmement sensible et qui peut revenir à tout moment sous la forme d'une querelle publique dont nous avons le secret. Donc voilà, le jour où les gens vont découvrir qu'en ouvrant un DMP, leur médecin généraliste a accès à tout, je ne suis pas sûr que ce soit la fête. Donc voilà. Maintenant, je ne suis pas sûr. Merci en tous les cas, on a essayé de respecter. On a essayé de respecter les attentes et les demandes. Merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. Merci à Christian.
de se prêter au jeu de ces amphis et d'avoir participé à éclairer un peu une réflexion.